Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va commencer, on a laissé 15 minutes. Merci à tous ceux qui nous suivent en distanciel. Pascal Ménage, je suis le président des SOS Hépatite. On a le bonheur d'être accueilli en terre angevine par Monsieur Boursier, qui est chef du service d'hépato ici. Je reviens sur ce que je vous ai dit hier, ou les deux mots que je vous avais proposés de quel être le fil rouge pour nous sur ces 2 jours, c'était entre le besoin et les envies. Ça vous a peut-être choqué hier dans la journée hépatite virale, mais on s'est aperçu qu'il y avait bien des besoins et des envies, qu'on n'arrivait pas forcément à répondre aux questions de tout le monde. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans cette journée qu'on a voulu thématique sur la NASH, pour bien orienter ce qui se passe à SOS Hépatite, qu'on passe des pathologies virales à ces maladies métaboliques, là aussi, il y a des patients qui ont des envies parfois très importantes et qu'il va falloir ramener simplement à leurs besoins. Et puis nous, du côté des équipes médicales, il y a des énormes besoins, il y a des énormes envies, mais comment on fait demain pour y arriver? Donc j'ai voulu, quand on a construit ce forum, on a voulu faire un premier temps d'échange avec Monsieur Boursier pour faire le passage des hépatites virales à la NASH et aux maladies stéatosiques du foie, en disant il y a peut-être des choses qu'on a comprises et qu'il va falloir retransposer aujourd'hui, pas perdre de temps. Il y a un capital de connaissances qu'on a pu avoir. Donc c'est ça la discussion qu'on va vous proposer là avant de débuter le forum. Jérôme, tu veux peut-être dire un mot avant que je lance la première question? Déjà, bonjour à tous. Et puis, merci d'avoir choisi Angers pour votre forum. Donc, on est ravis de vous accueillir ici. J'espère que j'étais pas là malheureusement à la journée d'hier. Bon, j'espère que ça s'est bien passé. Merci aussi de m'avoir sollicité pour cette table ronde, ainsi que mes collègues qui sont impliqués dans la prise en charge, je dirais multidisciplinaire des patients NASH. Et j'espère qu'on va avoir, j'en suis même convaincu, une discussion très fructueuse aujourd'hui sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre sur on va essayer justement de rebrosser l'historique. La première question que j'avais dans cette thématique sur le regard croisé, c'est de dire, souvenons-nous ce qu'on a fait dans l'hépatite C. Au début de l'hépatite C, le gros frein, et ça a été ce qui nous a rassemblés à SOS Hépatite, c'était la question de la biopsie hépatique. On ne traitait pas sans biopsie hépatique, les gens avaient peur, 9 malades sur 10 ne voulaient pas aller au traitement parce qu'il fallait d'abord faire une biopsie hépatique. Ça faisait peur et on s'est battu à SOS Hépatite pour demander d'avoir des tests non invasifs. Et puis, comme on avait la conscience que c'était une maladie virale au moins autant qu'une maladie hépatique, on a dit on peut traiter un virus. Je me souviens de cette conférence de consensus avec Anne de Godet qui était là et qui défendait SOS Hépatite en disant on peut traiter des patients sans biopsie hépatique. Et ça a fait tousser tout le monde et on était avant les Américains, on avait réussi à se faire sauter le verrou de la biopsie hépatique. On a été dans cette dynamique franco-française à la recherche des tests non invasifs et on a vu à quoi ça aboutit à travers les gens d'Ecosens qui nous ont mis en place le FibroScan et tous les sorts qu'on a connus, à travers les équipes d'Angers qui ont bossé sur les tests non invasifs comme le Fibromet, ou à Paris sur le fibrotest. Donc tous ces marqueurs non invasifs ont été vraiment une révolution dans l'accès aux soins et aux traitements. Et la question que je posais naturellement à M. Boursier, c'est est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans la même chose? C'est-à-dire que quand on voit que dans toutes les publications, c'est biopsie hépatique avant, après traitement pour tester les molécules ou les stratégies de prise en charge des patients atteints de NASH, est-ce que ce n'est pas un gros frein? On se retrouve de nouveau à SOS Hépatite en train d'essayer de convaincre des patients d'accepter d'avoir une biopsie hépatique. On se dit, mais on avait filmé une biopsie hépatique il y a 25 ans, il faut qu'on la retrouve pour rassurer les gens, leur montrer que ce n'est pas grave, etc. Donc est-ce que tu crois que c'est un frein? Est-ce qu'on peut rêver de marqueurs non invasifs demain pour permettre un accès plus large aux patients? Et puis, est-ce que les médecins en ont envie? Parce qu'on entend bien que derrière, les médecins disent nous, le frein, le blocage à la biopsie hépatique, c'est aussi une façon de ne pas faire exploser les salles d'attente. Donc, c'est peut-être pas plus mal que ça fasse peur aux gens et qu'ils ne viennent pas. Waouh. J'exagère, hein. Je fais de la provoque. N'hésitez pas, si vous voulez réagir, à lever la main. On pourra prendre aussi les questions dans l'audience pour que ce soit interactif et vivant. Les tests non invasifs, moi, il y a 2 mots, je dirais, progression et puis renouveau. Le concept, il est né, comme tu l'as dit, dans les hépatites virales, notamment l'hépatite C.
Et ce concept, maintenant qu'il est en hépatologie, on ne le quittera plus. C'est-à-dire, les tests non invasifs, ça fait partie de notre quotidien, quelles que soient les maladies du foie, parce que ce concept qui a été développé dans l'hépatite virale C, on l'a étendu aux autres maladies chroniques du foie. Tous les guidelines internationaux, EASL, ASLD, asiatiques, l'AFEF aussi. Maintenant, dans la prise en charge des patients NASH et alcool, qui sont quand même les deux grosses causes de maladies chroniques du foie en France, hein, ont adopté le concept de diagnostic non invasif. Alors, on a capitalisé sur ce qu'on a développé. Les tests qu'on a développés dans les hépatites virales, c'était des tests pour la fibrose. Et on se rend compte que ces tests qu'on a développés dans l'hépatite C, ça marche bien aussi dans la NAFLD. Il y a moins de data dans l'alcool, mais c'est intéressant aussi. Donc on les utilise et ils sont recommandés. Il y a encore du travail à faire parce que bien qu'ils soient performants, utilisés en pratique et recommandés par les sociétés savantes, on a encore le frein du remboursement. Je veux dire, l'HAS rembourse dans l'hépatite B, dans l'hépatite C le fibroscan, rembourse dans l'hépatite C les tests sanguins, mais on n'a pas encore le remboursement dans les deux grandes causes de maladies chroniques du foie. Alors qu'on a des datas qui montrent que ça marche aussi bien que dans les hépatites virales. Donc l'AFEF a déposé un dossier pour le remboursement de l'élastométrie. On attend la réponse. Le Covid est passé par là, malheureusement. Mais ils nous ont signifié il y a quelques semaines qu'ils reprenaient la main sur le dossier. Donc on espère avoir une réponse favorable dans peu de temps. Et ça voudrait dire qu'on pourrait utiliser l'élastométrie dans les hépatopathies stéatosiques, c'est comme ça qu'on a formulé, qu'elles soient alcooliques ou non alcooliques. Donc là déjà ce serait un progrès et on capitaliserait, en fait on transformerait l'essai de tout ce qu'on a développé dans les hépatites virales vers les maladies stéatosiques du foie. C'est pour ça que je dis que oui, on peut transposer le concept et on va y arriver, je pense. Après, deuxième mot-clé, c'est le renouveau. C'est qu'en fait, comme on rentre dans une autre maladie, il y a des nouvelles problématiques. Dans l'hépatite virale, c'était surtout une question de fibrose. On évaluait la sévérité de la maladie du foie et en fonction, au tout départ, hein, à l'époque de l'interféron, on disait voilà, on va traiter les patients les plus sévères parce que traitement lourd, compliqué, etc. Après, le concept de fibrose est un peu tombé parce qu'on a eu le traitement universel. Mais maintenant, dans la NASH, on revient à la même problématique. On ne va pas traiter toutes les stéatoses, on ne va pas traiter toutes les NASH. On va traiter les patients qui ont une maladie du foie significative, donc une stéatose avec une NASH, avec une fibrose. Donc on revient dans le concept de sélection des patients. Mais il n'y a pas que la fibrose, il y a le diagnostic de NASH aussi. Et ça, l'inflammation hépatique en diagnostic non invasif, on ne sait actuellement pas encore bien faire. Donc c'est une nouvelle question qui s'ajoute. Et il va falloir qu'on mette en œuvre maintenant les moyens, et ils sont mis en œuvre, pour franchir une nouvelle étape, c'est développer le diagnostic non invasif de l'inflammation du foie. Mais encore une fois, on va capitaliser sur le concept de ce qu'on a développé dans les hépatites virales. Et dernière chose, un grand défi qu'il va falloir qu'on relève, comme tu l'as dit, le développement thérapeutique dans la NASH, c'est biopsie avant, biopsie après. Le jour où on passera à la thérapeutique, on ne va pas imaginer faire une biopsie à patient pour savoir s'il a besoin du traitement. On fait une deuxième biopsie si jamais il répond. S'il ne répond pas, on va changer de traitement. Donc il faudra refaire encore une biopsie. C'est absolument impossible. Donc il va falloir aussi qu'on développe et qu'on valide les tests non invasifs pour le suivi des patients, le monitorage, l'efficacité thérapeutique, ce qui n'était pas le cas dans l'hépatite virale. Parce que dans l'hépatite virale, le marqueur, c'était la charge virale. Ce n'était pas un marqueur non invasif du foie. Donc, pour résumer, le concept a été développé dans l'hépatite C. On a transposé dans la NAFLD, la NASH, ça marche. Et on peut espérer obtenir aussi la diffusion des tests dans la pratique clinique. Mais maintenant, il y a des nouvelles questions. Donc on est encore attaché à la biopsie pour ces questions d'inflammation de réponse thérapeutique. Donc il faut qu'on développe les mêmes efforts dans la NASH pour pouvoir faire sauter ces verrous et passer vers une prise en charge totalement non invasive des patients. Parce que de toute façon, c'est clair, hein, il faudra qu'on y arrive. On ne peut pas imaginer un monde où on biopsie les patients tous les 2 ans. C'est impossible. Ça veut dire qu'on peut rêver que demain, dans les études, les évaluations pré- et post-thérapeutiques ne soient plus des biopsies et que les études soient validées avec des tests non invasifs. Il faudra qu'on y arrive, parce qu'on voit bien aussi le développement médicamenteux, il est limité par cette biopsie. Et alors actuellement, on a des études de phase 3 qui sont designées sur plusieurs années, avec une biopsie au départ, une biopsie intermédiaire, une biopsie à la fin. Donc c'est lourd pour les malades, 7 ans de suivi. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il y a des prélèvements, il y a des biotech, il y a des mesures de tests non invasifs. Et ces grandes études avec un suivi à long terme, avec des biopsies répétées et avec des marqueurs non invasifs, vont nous permettre de développer ce concept de suivi non invasif. Donc les études actuelles qui sont lourdes,
vont permettre de faire avancer la science et le développement des biomarqueurs. C'est aussi un des objectifs de ces études, pour qu'après, on puisse faire des études sans biopsie. Alors, dans ce que tu viens de dire, j'ai entendu, là je remets ma casquette de président, est-ce que c'est un appel du pied quand tu dis la FEF s'est saisie du dossier et a demandé aux autorités le remboursement dans d'autres indications? J'ai le souvenir, il y a quelques années, de nos collègues gastro-entérologues qui avaient demandé le remboursement, la prise en charge de traitements de troisième génération dans les maladies inflammatoires. Ça faisait 3 ans qu'ils essayaient, avec des études et cetera, et puis il a suffi que les associations de patients disent, «On veut un rendez-vous tout de suite et on exige ça dans les 6 mois parce qu'il y a les gens qui sont en train de mourir», et c'est les associations de patients qui ont fait plier les autorités. Alors, c'est peut-être pas joli, mais en tout cas sur des politiques citoyennes, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un appel du pied de ta part pour dire il faut qu'on y aille, nous, et alors on l'avait déjà historiquement demandé, mais qu'on remette un coup de pression à nos autorités sur le remboursement des tests non invasifs et en particulier la stométrie? Il y a un besoin. Il y a une envie. Il y a une envie. Le besoin n'est pas couvert. On a besoin de cet outil. Donc tout ce qui permettra d'accéder au succès et à l'obtention de ce remboursement est bon à prendre, hein. Message reçu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, sur cette thème-là, intervenir? C'est important, je me permets d'insister parce que actuellement, malheureusement, il n'est pas possible d'appliquer les recommandations des sociétés savantes. Les recommandations des sociétés savantes, que ce soit en France ou dans les guidelines de ASLD, disent en présence de facteurs de risque, il faut faire un test sanguin simple. Tout le monde peut le faire, le FIB4. Donc là, il faut discuter dans quelles conditions on le fait, sur facteurs de risque, il faut communiquer, il faut emmener avec nous les médecins généralistes, les diabétologues, tout ça. Mais ça, c'est du domaine du faisable, on peut s'y mettre tout de suite. Le problème, c'est qu'une fois que le test est positif, il y a quand même encore beaucoup de malades et on a besoin du test de seconde ligne. Et on ne l'a pas. Donc tant qu'on n'aura pas ce test de seconde ligne, on ne pourra pas mettre en route les parcours patients. Et si on ne met pas en route les parcours patients, il y a des patients qui vont évoluer silencieusement, qui vont décompenser leur cirrhose, qui vont faire du cancer. On a des recommandations de sociétés savantes, mais on ne peut pas les appliquer. Donc l'accès à ce test de seconde ligne est indispensable pour qu'on puisse mettre en marche, en application, les recommandations des sociétés savantes. Alors pour les patients, pour les usagers, je préfère juste cette précision, c'est qu'aujourd'hui, l'acquisition de ce matériel-là en élastométrie, tant qu'il n'est pas remboursé pour les équipes ou les hôpitaux qui l'achètent, il est impossible de faire un plan de financement puisqu'il n'y a pas de remboursement. Vous achetez un appareil d'échographie, vous pouvez dire si je fais 10 échographies par jour, au bout de 4 ans, j'aurai amorti mon appareil. S'il n'y a pas de remboursement, vous achetez un appareil, mais vous le payez cash, quoi. Vous le payez complètement. Il n'y a pas de possibilité d'amortissement. Donc c'est clair que la diffusion, le maillage du territoire qu'on appelle de nos voeux, il sera beaucoup plus facile si à un moment il y a un remboursement et du coup on pourra avoir des plans d'investissement avec un amortissement du matériel. Donc ça va changer complètement la donne. Ce d'autant plus que ce n'est pas uniquement une question de matériel. Si on raisonne en termes de parcours patient, il y aura beaucoup de personnes à évaluer. Il ne faut pas imaginer que c'est les pathogastro-entérologues qui va faire le fibroscan. Donc il faut aussi, alors il y a des protocoles de coopération, les infirmiers peuvent le faire, mais en fait c'est vraiment une structuration avec la mise en place de plateformes, donc du matériel, des moyens humains, des locaux, etc., hein. Donc c'est vraiment c'est passer au niveau vraiment supérieur. Alors ça c'est une superbe transition pour ma deuxième question. Heu, on a vu, toujours dans l'idée de qu'est-ce qu'on a capitalisé de l'hépatite C, on a vu à quel point, dans les hôpitaux les plus loin des centres de référence et des centres experts, on avait développé à plein d'endroits des équipes multidisciplinaires, des équipes d'éducation thérapeutique où on avait, des psychologues, à la grande époque de l'interféron, des diététiciennes, des infirmières d'éducation, des médecins. Aujourd'hui, toutes ces équipes-là sont un peu, en perte d'activité parce qu'il n'y a plus autant d'hépatite C. Ils se sont réorientés parfois sur des messages ils font plus de prévention. Donc, la question qu'on se pose à SOS et que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'au lieu de les faire disparaître, comme malheureusement on a vu dans certains hôpitaux, dire bah, on rend les moyens à la diabéto ou à d'autres services et on ferme notre programme d'éducation thérapeutique, il n'y en a plus besoin. Est-ce qu'au contraire, il ne faut pas les recycler sur la NASH et au contraire même les renforcer parce que comme tu le disais, on va manquer de bras et de réfléchir
à peut-être d'autres coopérations, à faire intervenir les infirmières ou les aides-soignantes ou qui sais-je, et avoir des moniteurs éducateurs sportifs, j'en sais rien. Enfin, est-ce qu'au contraire, c'est pas le... Donc voilà, la question c'est, est-ce que les équipes d'éducation thérapeutique doivent être recyclées vers la nage et être renforcées? Alors ça, c'est une vaste question. Moi, bon, c'est un avis personnel, hein, mais je pense qu'on va être beaucoup à le partager. L'hépatite C, c'est vraiment un modèle de succès. Il y a un énorme problème au départ et on a réussi à se donner les moyens de régler le problème. Je dis pas que le problème est réglé, je dis qu'on a les moyens de régler le problème. Il y a eu plein d'intervenants, il y a eu, les associations de patients, les médecins, les pouvoirs publics, les industriels. Il a fallu mettre tout le monde en coordination pour atteindre ce succès. Donc ça a été un long parcours, plus d'une trentaine d'années, mais on y est arrivé tous ensemble, hein. Donc ça montre bien qu'on a besoin de tous ces acteurs pour arriver au succès, dans une maladie. On va avoir exactement la même problématique, dans la NASH. Il va falloir laisser la biopsie, il va falloir trouver des traitements innovants, il va falloir organiser, le parcours patient, mailler le territoire, avoir des relais des associations de patients, investir les pouvoirs publics, travailler avec les industriels. Ça va être exactement pareil. On est sur le même schéma. Et puis finalement, le chemin de la maladie, il est toujours le même, hein. On a un facteur causal. Bon, là, avant, il était infectieux. Maintenant, il est métabolique. Mais bon, voilà, inflammation dans le foie, fibrose, cirrhose, cancer. C'est un peu toujours la même musique. Donc, moi, je pense qu'il faut capitaliser sur tout ce qui a été développé dans l'hépatite C pour mettre ces moyens à disposition des autres maladies du foie. Et la NASH, ça peut devenir un nouveau modèle. Donc, on va avoir besoin des associations de patients. Vous avez acquis beaucoup de connaissances dans les maladies du foie. Vous avez développé un réseau. Donc, moi, faut pas mettre tout ça à la poubelle. Il faut au contraire qu'on s'en serve parce qu'on va on va en avoir vraiment besoin. Le contexte n'est pas le même. Bien entendu, ça va être des patients métaboliques, c'est plus un agent infectieux. Il va falloir travailler peut-être avec plus de collaborateurs d'autres spécialités parce qu'on va vraiment rentrer dans le côté très multidisciplinaire. Mais vous avez et on a notre expertise à apporter. Moi, j'imagine pas une gestion des maladies du foie par les diabétologues. À discuter avec eux, ils connaissent beaucoup de choses sur la maladie métabolique, mais le foie, ils connaissent pas. Et ça, c'est nous. C'est nous médecins, c'est vous, association de patients. Donc moi, je suis intimement persuadé que tout ce qui a été développé dans l'hépatite C, absolument tout, on peut capitaliser dessus et le réutiliser notamment pour la NASH. Sans oublier aussi l'alcool qui est une grande problématique. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est un nouveau réseau à construire. Et alors, nous, des fois, SOS Hépatite, on dirait, attends, on a mis 20 ans à arriver à pousser à la porte des XAPA, des CARUD, de rencontrer les gens qui font la dicto, aller en médecine générale, voir les pathos, les infirmières, etc. Et là, on nous dit, bah voilà, c'est un nouveau réseau qu'il va falloir construire. Alors, il y a le diabéto qu'il faut mettre dans la boucle, parce qu'il y a le lien, il y a le cardiovasculaire, voilà. Et, enfin, je pense que rien n'est impossible, mais tu es d'accord que c'est un nouveau réseau, enfin, c'est un nouveau réseau qu'il faut construire. Or, qu'il y a déjà des réseaux autour du cardiovasculaire qui existent, il y a des réseaux diabéto qui existent. Et nous, ce réseau-là, le réseau de la NASH, il va falloir qu'il vienne trouver sa place, qu'il s'immisce au milieu de ces réseaux-là. Le réseau des médecins hépatologues, vous l'avez. Oui. Le réseau des médecins généralistes, vous avez aussi. Oui. Donc là, vous avez quand même déjà une grosse partie du problème, hein. Les réseaux avec les sociétés savantes, vous les avez. Vous avez expliqué que vous étiez capable de monter au gouvernement sur des problématiques foie. Donc tout ça, vous savez faire et tout ça, vous avez. Après, oui, effectivement, il faudra peut-être embarquer les diabétologues et les cardiologues. Mais je dirais, vous avez la base, le socle. C'est pas changer le mur, c'est plutôt faire grimper le mur. Donc c'est ajouter des cordes à votre arc. Je pense pas que ce soit un virage. Moi, je pense qu'il faut considérer ça comme une extension plutôt. Vous partez pas de rien. Alors oui, encore une fois, ça peut paraître très différent parce que c'est pas la même maladie, c'est pas le même contexte, mais on va se rendre compte très rapidement que c'est les mêmes outils et ça va être quand même pas mal les mêmes acteurs. Il y a des gens qui veulent rebondir, poser des questions ou en distanciel, faut pas hésiter. Ça, ça introduit très bien ma troisième question. Justement, dans ce changement qu'il y a à faire,
Alors j'invente un mot, hein, je fais un néologisme. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont nachophobes. Et je fais la différence, je ne parle pas de stigmatisation des obèses, je rentre pas dans ce piège-là, mais on a l'impression que cette nouveauté-là, ce frein à l'envie de changement et d'aller vers la NASH, on a l'impression qu'on le rencontre chez certains hépatologues et des collègues en région nous rapportaient que certains agrégés disaient: «Ah bah, écoutez, moi je suis à 5 ans de la retraite, j'ai fait mes 30 ans de carrière sur les hépatites virales, je vais finir avec ça et voilà, je fais pas la bascule, les gens qui me suivront verront bien». Et puis même du côté associatif, on entend bien qu'il y a dans des régions où on s'est construit, l'identité de SOS Hépatite, c'était la lutte contre un virus, contre un agent extérieur. Et puis là, on est sur des comportements qui sont plus perso et que ce changement-là, il n'est pas forcément facile à faire. Ça fait des nouveaux patients, des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans l'association, qui vont poser des questions différemment. Donc, je ne sais pas si tu partages cette analyse où on a l'impression qu'il y a une nachophobie. Est-ce que tu crois qu'elle est plus du côté médical? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est du côté associatif? Quels conseils tu pourrais nous donner pour être bienveillant avec la NASH et avec les patients qui en sont porteurs? Je comprends pas trop le concept de nachophobie. J'ai 4 heures, Euh, je vais faire une copie. ouais, non, 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 mais je dirais, c'est une question qui est compliquée, hein. Ça dépend du niveau d'investissement. Là, on parle d'agrégé. Voilà. Forcément, l'agrégé, il a construit sa carrière universitaire sur une expertise, sur une spécialité. Il a mis 10, 20 ans à être expert. On peut pas, enfin, si on peut, mais il faut un bon timing, hein, parce que 20 plus 20, ça fait 40. Donc il faut vraiment être bien synchro les 20 premières années, plus les 20 années d'après. Si on a le malheur de faire 30 ans dans une pathologie à être hyper expert, c'est difficile de se dire: «Allez, sur les 10 années après, je vais redevenir expert sur autre chose». C'est un peu ça aussi, l'agrégé. Donc moi, je comprends assez l'agrégé qui dit: «Moi, en 5 ans, je peux pas devenir un expert, de la NASH». Mais là, ça représente une c'est la pointe, toute petite partie de l'iceberg, quoi. La vraie problématique, c'est les malades. Et les malades, il y en a partout. On est tous amenés à soigner des patients qui ont des pathologies métaboliques. Donc, par la force des choses, les médecins vont s'y intéresser et vont devoir prendre en charge ces malades. Et je pense que c'est ça la base. C'est ça la base. Et on ne peut pas être nachophobe. Ces patients, on doit les prendre en charge, c'est notre mission. Alors après, effectivement, il faut des relais. Et comme j'ai dit, la roue, elle tourne, hein. L'hépatite C, ça a commencé il y a 30 ans. Moi, j'étais pas encore né. Donc, moi, j'ai pris le train de la NASH parce que c'était à ce moment-là dans ma carrière. Donc, forcément, il y aura un changement d'acteur. Mais quand on se place sur le temps long, on ne peut pas imaginer avoir les mêmes relais tout le temps, tout le temps. La roue, elle tourne. Mais il y aura, par contre, ça c'est sûr, il y aura toujours des relais. Les acteurs vont changer, mais il y aura toujours des relais. Alors c'est difficile parce qu'autant on entendait en médecine générale, on arrivait à trouver des messages pour mobiliser les médecins généralistes autour de la simple question de la dépistage de l'hépatite C, quoi. Voilà, c'était une prescription. À l'époque, les gastro-entérologues de ville nous avaient dit: «Mais nous, face à l'épidémie, on est là, on peut y aller. Si on nous donne le droit de traiter, que c'est pas réservé aux hospitaliers, on peut répondre, les gastro-entérologues libéraux peuvent répondre». Et aujourd'hui, bah, on tombe sur des gens qui ont 50 ans et on a raté le diagnostic de cirrhose. Et puis le médecin généraliste dit: «Ah bah oui, je l'ai pas vu venir, mais vous êtes tous forts dans la famille». Les gastros de ville sont, on a l'impression, je ne rejette pas la pierre, hein, de dire aujourd'hui on est démunis et la pénurie médicale fait que quand on leur demande de se mobiliser sur une épidémie et des choses qu'ils vont avoir à faire en plus, les gastros, ils ont tendance à nous dire: «Waouh, moi je suis pas formé, c'est peut-être plus une pathologie, multidisciplinaire ils renvoient sur les hôpitaux». Donc il va quand même falloir qu'on se mobilise et qu'on modifie notre paysage sanitaire pour accueillir cette tranche de population avec cette pathologie. Ah bah, bien sûr, hein, le fil rouge est le même. Les outils sont très probablement les mêmes, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Avant, dans les hépatites virales, on avait des marqueurs sériques. On avait la sérologie, on avait de la PCR qui était accessible à tout le monde. C'était, techniquement, en pratique, c'est pas pareil, mais c'était techniquement facile d'identifier le patient. Je fais une sérologie, je fais une PCR. Aujourd'hui, on a énormément de patients qui ont une stéatose du foie, alcoolique ou non alcoolique, et nous, on veut identifier les patients qui ont une forme avancée de la maladie. Donc, le marqueur, maintenant, c'est le test non invasif.
c'est plus tout à fait le même marqueur. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, le test de seconde ligne, on ne l'a pas. Donc il y a des choses les outils sont là, il y a des choses à réinventer. Et puis derrière aussi, il ne faut pas oublier que voilà, grand bond en arrière, on revient il y a 25 ans dans l'hépatite C, on n'a pas de traitement. Mais le jour où les outils vont devenir disponibles, on pourra créer des plateformes. À Angers, c'est ce qu'on a fait. On s'est bien rendu compte que les médecins, ça imprime quand même chez les médecins généralistes. De plus en plus, on nous envoie stéatose hépatique, bilan d'obésité, bilan de diabète, facteur de risque métabolique, stéatose à l'écho. S'il vous plaît, faites un bilan du foie, parce que je n'ai pas les outils. Donc, ils nous les envoient. Et on en voit de plus en plus à force de communiquer, de faire des EPU, etc. Donc, la sauce, elle prend au niveau des soins primaires et des diabétologues, mais on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de malades qui arrivent. Donc on a développé une plateforme qui est gérée par des infirmières. Le malade vient, il a tout un bilan complet, dont les sérologies virales aussi, parce qu'on n'oublie pas, hein. Et à partir de ce formulaire-là, où il y a les tests non invasifs, nous on décide s'il y a besoin d'une consultation spécialisée ou pas. Donc l'avantage de ce genre de plateforme, c'est que le mode d'entrée, c'est pas le médecin. C'est pas une consultation à 6-7 mois parce qu'on est tous surchargés. C'est des infirmières dédiées. Donc une réponse en moins d'1 mois pour le médecin généraliste. Ça permet, dans 70% des cas, de rassurer le patient sur son état hépatique. Les tests non invasifs sont normaux. Vous avez une stéatose, vous avez probablement une NASH. Il faut vous prendre en charge. Mais au niveau du foie, pour l'instant, ça va. On rassure le patient. On envoie un courrier médical au médecin qui a sa réponse en moins d'1 mois. Et puis nous, surtout, ça nous permet de raccourcir un petit peu les délais puis de se concentrer sur les malades qui ont vraiment besoin de nous. Donc ce modèle-là, le jour où par exemple le FibroScan est remboursé, on peut imaginer qu'il y aura plein de plateformes qui vont se développer sur ce modèle-là et ça va permettre de faire vachement avancer les choses. Et le moteur, on y est presque, c'est que bientôt il va y avoir des traitements. Donc il va y avoir une sorte d'alignement des planètes qui va arriver d'ici les quelques années, et ça va être rapide je pense, qui fait que communication, association de patients, mise à disposition des tests, mise en place de plateformes, traitement disponible, il y a une sauce qui peut se mettre en place et qui peut être extrêmement vertueuse. La mayonnaise va prendre, mais avec de l'huile allégée. On, Ah, il y a on a, une question là, puis il y a des questions après en distanciel, mais on va prendre la question en présentiel. Ça va être répondu tout à l'heure, ça. Promis. On va y répondre tout à l'heure, ça. Alors, les médicaments qui, très rapidement, hein, pour pas déflorer le sujet après, les médicaments actuellement qui tiennent la corde, c'est des médicaments qui sont actuellement utilisés dans le domaine de la diabétologie. Les analogues des récepteurs GLP-1 qui font perdre du poids et d'ailleurs qui ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis dans le cadre de l'obésité. Point. Ouais. Donc ça c'est des médicaments qui, parce que ça fait perdre du poids, ils sont à l'étude dans la NASH, mais on se dit bien qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et après les inhibiteurs SGLT2, là, les glucorétiques, la perte de poids est modérée, les mécanismes ne sont pas encore totalement élucidés, il y a des études, donc c'est des candidats potentiels aussi, mais on a besoin de data par contre. Dans le diabète. Ouais. Les GLP-1 sont utilisés dans la diabétologie depuis 15 ans et ils sont disponibles. On prend la question en distanciel et puis on vous redonne la parole après. déjà, Anne-Sophie Joly qui voulait poser une question. Anne-Sophie, vous êtes là, vous êtes connectée? Alors oui, le temps, bonjour, le temps de rappuyer sur les boutons. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Anne-Sophie, merci. Super, bonjour, merci, bonjour à tous. Je voulais juste revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure concernant les médecins généralistes. Je suis beaucoup moins optimiste que vous sur le sujet, pour plusieurs raisons. Parce qu'on en manque de plus en plus déjà de médecins généralistes. Parce que le maillage territorial n'est pas bon, parce que le temps de consultation ne permet pas effectivement de rentrer plus à fond dans le dépistage ou dans l'information ou dans la prise en charge du patient, et que pour le coup, ça crée des pertes de chance pour le patient. Je pense qu'il faut culturer un maximum et informer un maximum la population sur tout un tas de sujets en lien avec son état de santé présent, passé, présent et futur. Voilà.
Alors ça, je suis entièrement d'accord. Je dirais même c'est la base, hein. Et tout le monde doit être concerné, médecins, associations de patients, sociétés savantes. Oui, oui, la dissémination de l'information, c'est, je dirais, le primum novem. S'il n'y a pas d'information, on est bloqué dès le départ. Après, il faut savoir que par rapport aux médecins généralistes, alors oui, le problème du maillage du territoire, je partage, et puis j'ai pas de solution pour le moment à titre personnel. Mais il faut savoir que par exemple, le test du FIP4, c'est des paramètres qui sont accessibles aux médecins généralistes et qui sont prescrits, hein. Nous, on voit bien quand on nous envoie les patients, il y a toujours eu azathalate plaquettes dans le bilan auparavant. Donc, il faut peut-être aussi capitaliser sur ce qui est fait actuellement, mais qui n'est pas peut-être correctement interprété et donner les outils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose en plus, mais c'est utiliser différemment ce qui est fait actuellement. Et ça passe effectivement, vous avez entièrement raison, par l'information. Donc juste pour les gens dans la salle, la question, elle venait d'Anne-Sophie Joly, qui est la présidente du collectif des associations d'obèses, qui interviendra tout à l'heure. On a notre question. Comment voyez-vous les rôles de diététiciens et leur prise en charge financière dans l'accompagnement de la NASH? Alors, juste la parenthèse, Jérôme va répondre, mais l'idée là de départ, c'était le transfert de connaissances et de compétences des hépatites virales. Ça, c'est des questions pour la journée, hein. Mais voilà, on va essayer après de se recentrer sur le départ là, qui était le transfert de compétences historiques. Le rôle j'ai pas bien entendu. Les diététiciens? Diététicien. Bah, la base, dans une maladie, qui est en fait, à la qualité de la nutrition, c'est, de travailler dessus. Donc, on sait très bien que c'est extrêmement difficile, de perdre du poids. L'information sur, comment bien manger, moi je trouve qu'elle est pas très bien donnée. Mangerbouger.fr, 5 légumes par jour, très bien, mais si on mange 5 légumes par jour et 18 paquets de chips, ça marche pas. Donc, c'est vrai que et puis peut-être aussi dès le plus jeune âge, hein, il y a à l'école aussi on peut travailler. Donc ça, c'est clair que le rôle des diététiciens, apprendre à comment bien, manger, c'est primordial. Après, est-ce que ça doit être réduit qu'aux diététiciens? Ça, je suis pas sûr parce que c'est là on rentre dans le domaine de la santé publique, hein. Et leur prise en charge financière? Voilà, c'est pas à moi de répondre. Ça, la prise en charge financière, il faut que l'information passe et il faut que les patients aient les outils pour, être acteurs de leur santé. Donc il faut qu'ils aient accès à l'information, et bien entendu gratuitement. Alors est-ce que ça passe par un remboursement des consultations diététiciennes? Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire aussi. Ça peut être une arme, bien entendu, mais par contre ce sera pas suffisant à ça tout seul. Et Non, j'allais juste rebondir sur le fait que à SOS Hépatite, on s'est rendu compte, on est allé à la rencontre des sociétés savantes en diététique, et il y a une hétérogénéité colossale, et il n'est pas impossible encore en France aujourd'hui de rencontrer des diététiciens qui n'aient pas entendu parler de NASH. C'est exceptionnel, mais il y en a encore. Et puis c'est pareil, quoi. Il y a des gens qui ont fait leur carrière sur le diabète, il y a des gens qui ont fait leur carrière sur la nutrition dans les maladies inflammatoires du foie, etc. Enfin voilà, donc ou sur l'obésité. Donc à un moment, il va falloir qu'on injecte de la compétence, des connaissances auprès des diététiciens qui sont en poste, et ça va prendre des années. Et probablement qu'il faut que, comme on l'a eu pour les hépatos, hein, il y a des gens qui font maintenant du cancer, d'autres du virus, d'autres de la NASH. On a explosé un peu les pathologies avec des filières spécifiques. Peut-être que dans les années à venir, on n'aura plus de diététiciennes polyvalentes, et qu'on aura des diététiciennes qui seront très branchées NASH, et d'autres qui seront dans d'autres pathologies, du diabète, etc. Et je pense que ça, il faut dans les rencontres qu'on a pu avoir avec les sociétés savantes de diététique, nous, on est prêts, en tant qu'association de patients, à partager les choses, à les faire rentrer dans le monde de l'hépatologie pour partager les choses. Rien que quand on voit les programmes au Canada qui sont capables de dire l'accompagnement nutritionnel des cirrhotiques, et de voir qu'une association de diététiciennes va sortir un bouquin de 100 pages sur qu'est-ce qu'on fait face à une cirrhose quand on est diététicienne, on a l'impression qu'en France, à part quelques équipes qui ont des diètes dans les services de greffe ou de réa, etc., on a encore du chemin à faire. Donc la reconnaissance, la reconnaissance financière ne peut passer que par l'acquisition de compétences. Et on a une autre question, Maud. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui.
Oui, bonjour à tous. Donc, Maud Royan, donc moi je suis médecin au CELVA, au service expert de lutte contre les hépatites virales en Alsace, donc l'équipe de Monsieur Chaffré. Donc moi je suis médecin en fait responsable de l'équipe mobile des maladies du foie. Donc c'était juste pour faire la transition avec ce qui a été dit hier et ce que vous dites aujourd'hui. Ces équipes mobiles dont on a parlé pourraient être d'excellents aussi modèles à utiliser dans cette période de transition. Alors je m'explique. Nous ce qu'on fait en fait avec les équipes mobiles, c'est qu'on a des auto-questionnaires qu'on donne aux patients et qu'on fournit également aux associations dans lesquelles on va pour les personnes en précarité dont on a parlé hier, pour le dépistage des maladies virales à l'origine. Mais en fait, dans cet auto-questionnaire, on y a inclus aussi tout ce qui est malbouffe, surpoids, obésité et aussi une question, est-ce que mon échographie faite par mon médecin généraliste a montré des résultats pathologiques? Est-ce que mon bilan du foie a déjà été pathologique? Et lorsque le patient répond oui à une de ces questions, en fait, on lui permet d'avoir le fibroscan, donc un fibroscan qui est fait par notre équipe, donc qui n'est pas, en fait, on s'affranchit de l'histoire du remboursement. Donc on l'inclut en fait dans notre journée de dépistage des maladies du foie global. Donc c'est un patient qui bénéficiera d'un TROD, d'un patient qui bénéficiera d'un fibroscan. On a également la chance, et je dis vraiment la chance puisque ça rejoint ce que vous disiez, d'avoir une diététicienne hospitalière, alors à 10%, hein, donc c'est tout minime, mais qui peut, en fait, qui nous rédige en fait des modèles en fait de menus, de choses qu'on peut ensuite délivrer aux patients en mobilité et qui nous permettent vraiment d'avoir accès en fait à eux par les règles hygiéno-diététiques adaptées en plus à leur situation de précarité. Parce qu'on sait que c'est pas pareil, quelqu'un qui reçoit un colis alimentaire que quelqu'un qui peut faire à manger chez lui ou qu'un étudiant qui n'a pas beaucoup de budget, etc. Donc ce sont des recettes simplifiées, faisables au micro-ondes. En fait, c'est des choses qui existent. Et notre diététicienne travaille elle-même dans le service de chirurgie bariatrique. Donc, elle a travaillé, donc c'est pour dire que quand elle travaillait dans ce service, mais dans la chirurgie de service, mais quand elle travaillait dans ce service, il y avait un lien vraiment direct, en fait, entre les problématiques qui étaient évoquées à la fois au SELV et à la fois dans ce service. Donc, vraiment, il y a comme on disait hier, il y a des petites choses à prendre dans ces équipes mobiles qui existent qui pourraient servir, en fait, de moyens pour faire de l'aller vers. Et par contre, le volet dont vous parliez, c'est qu'on ne peut pas faire ça sans former les médecins généralistes qui seront en aval de notre intervention. Ça, c'est hyper important parce que, comme disait Madame Joly tout à l'heure, on s'est heurté à des problématiques où des patients allaient avec leurs résultats, donc fibroscan, FIB4, etc., voir leur médecin. Et en fait, où le médecin disait, mais en fait, je ne vois pas où est le problème. Alors pareil, hein, je ne jette pas la pierre, je suis moi-même médecin généraliste et je n'y connaissais rien à ces pathologies avant d'arriver dans un SELV. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire là dans le lien ville-hôpital qui semble indispensable et primordial. Oui, alors moi je vous rejoins complètement, hein. Si on veut schématiser, mais très grossièrement, avec beaucoup d'approximations, l'équipe mobile, c'est aller au-devant, pardon, des populations à risque pour identifier des patients qui ne seraient pas venus autrement. Donc voilà, après, le concept de population à risque, on peut le décliner, si je peux me permettre, vu le contexte, à toutes les sauces. Ça peut être des populations carcérales, des populations psychiatriques. Dans l'hépatite C, c'est là où on va beaucoup. Donc le concept peut être tout à fait appliqué aux populations bariatriques, aux populations diabétiques. Ça, 100% d'accord. Encore une fois, les outils qui ont été développés peuvent être utilisés. Et puis de toute manière, quand on réfléchit bien, et là ce serait intéressant d'accumuler les données, on commence à en avoir, hein. Quand on va en psychiatrie faire du dépistage d'hépatite C avec un fibroscan, donc soit on aborde le problème par sérologie et ARN, sans faire l'élastométrie. Donc effectivement, on va trouver des hépatites C. Si vous rajoutez de l'élastométrie, vous allez trouver plein de fibroscan élevés, et la majeure partie des résultats d'élasticité anormaux, ce ne sera pas l'hépatite C, hein. Ce sera les pathologies métaboliques induites par tous les traitements qu'ils donnent, et ce sera aussi les problématiques d'alcool. Donc déjà aujourd'hui, rien qu'en faisant de l'équipe mobile en psychiatrie ou du dépistage en psychiatrie, on est déjà confronté à ces pathologies dont on parle depuis ce matin, que sont les pathologies alcooliques et les pathologies métaboliques. Monsieur Bulleux. Oui, bonjour. Donc Éric Bulleux-Haussmann, je suis le président de la Fédération Transhépat. Je reviens, j'ai apprécié beaucoup tout ce que vous mettez en place en particulier, parce que moi-même, membre d'un conseil territorial de santé dans les Hauts-de-France, la prévention pour nous est hyper importante. Et on voit bien que ça va devenir demain, ça l'est déjà, et ça va devenir demain une notion de santé publique importante. Et là, pour le coup, je rejoins Anne-Sophie sur le fait que les médecins généralistes, aujourd'hui, c'est loin de leurs préoccupations. Ils n'ont pas assez d'informations. Et quand je discute dans le conseil territorial de santé, on s'aperçoit qu'il y a
tellement d'informations qui leur viennent, il faut des choses simples. Et le fait de ce que vous avez mis en place, moi je trouve ça devrait se reproduire dans beaucoup de départements afin qu'on puisse avancer. Parce que si on veut y arriver, il faut y aller par la base, quoi. Alors ça, je laisse même pas répondre, parce que du coup, j'en profite pour me poser la question. La solution associée, le changement par la base, les associations de patients, les médecins, les monsieur tout le monde, et les médecins généralistes, ou est-ce qu'il doit y avoir une volonté politique qui doit venir d'en haut, ou les deux? Et est-ce qu'on doit avoir, sur le modèle de l'hépatite C, un plan national à dérouler sur 5 ans qui soit un cadre réglementaire avec des engagements financiers pour arriver à sortir de ça? Ou comme on a pu avoir aussi un plan obésité, un plan diabète, etc. Est-ce que tu crois que un plan politique pourrait nous aider? Enfin, comment tu t'imaginerais la solution, toi? Bon, on a déjà abordé le sujet au départ, hein. Il faudra que tout le monde soit concerné, à la base. On a parlé d'associations de patients, on a parlé de médecins, on a parlé d'industriels, on a parlé de pouvoir public aussi. Moi, je pense que s'il y a un de ces partenaires qui ne se sent pas concerné, on va avoir beaucoup de mal. Le succès de l'hépatite C, c'est justement d'avoir réussi à mettre tout le monde dans la boucle. Euh, alors de là à avoir un plan, c'est tout ça, c'est le truc le plus difficile à avoir. Mais c'est clair que si on avait des moyens, on pourrait aller probablement beaucoup plus vite. Je pense qu'un premier signal positif qui va être délivré par les instances, je parle des instances en général, hein, ce serait le remboursement du FibroScan. Si vraiment on obtient le remboursement du FibroScan, on va pouvoir structurer des parcours patients et on va devenir vraiment crédible parce que les actions qu'on a mis en place à Angers, par exemple, c'est très bien, mais il faut y aller sur la plateforme. C'est-à-dire que vous êtes à l'autre bout du département, bah, vous devez faire 50 km pour avoir un examen qui prend 3 minutes, quoi. C'est un peu gênant quand même. Là, on pourrait vraiment imaginer commencer à mailler, développer des choses et on accumulerait des datas, on montrait que le schéma serait valable et puis en accumulant toutes ces actions, on serait capable de montrer qu'on est capable de structurer quelque chose qui soit efficient ou coût efficace, enfin les deux surtout. Et là, on pourrait aussi commencer à augmenter le niveau. Donc je pense que tout est sur la table. Il faut qu'on travaille ensemble. Et dans très peu de temps, on risque d'avoir un bon signal. Si le signal est mauvais, ah bah, à ce moment-là, Autre chose. non, on fera pas autre chose, on y retournera, parce que de toute façon, c'est indispensable. Et comme vous l'avez dit, on a besoin de vous, les associations, qui toquent, etc. Je rappelle, hein, 80% des cancers du foie aujourd'hui, c'est de la NASH ou de l'alcool, et c'est diagnostiqué au stade palliatif. Le in fine, c'est ça. Chez nous, en France. Hein. En France, in fine, c'est ça. Je veux dire, si on veut que ça change, eh ben, on revient à la base, comme vous dites, et puis il faut imaginer le parcours patient. On ne va pas attendre que les patients soient en situation extrêmement défavorable pour bouger. Alors simplement pour revenir sur ce que vous dites, hein, pour vraiment sensibiliser tous les acteurs, hein, je suis d'accord que tous les acteurs doivent intervenir. Mais en particulier, je parle des médecins généralistes. Il y a un moyen qui est relativement simple, après il faut l'obtenir, c'est les ROSP. Hein, parce qu'à partir du moment où vous mettez ça chez les médecins généralistes et que ça rentre dans le ROSP, vous allez voir, ils vont le faire. Hein, parce que quelque part, ils ont une carotte et ça avance. On l'a vu quand il y a eu la vitamine D, qu'il a fallu baisser les prescriptions. On l'a vu dans la vaccination. Dès que vous avez des ROSP chez un médecin traitant, il va le faire. Il va le faire. Donc, il faut arriver à obtenir à la fois de la caisse et de l'ordre des médecins qu'on puisse l'introduire dans le RESP. Juste, tu peux expliquer ce que c'est pour tout le monde? Le RESP, c'est pour les médecins généralistes. Globalement, un médecin généraliste, quand il travaille, il a des objectifs. Et ces objectifs sont quantifiés et valorisés avec de la monnaie. C'est-à-dire qu'il va toucher sur ces objectifs. Et par exemple, quand la caisse a voulu rectifier pour le dosage de la vitamine D parce que ça partait dans tous les sens, on a mis les ROSP sur la prescription de la vitamine D. Et aujourd'hui, on est revenu à un stade normal de prescription de vitamine D. Quand on a voulu aller sur la vaccination, on leur a mis la vaccination dans les ROSP. Parce qu'un médecin généraliste, il sait que s'il s'attaque à ça, il va toucher plus d'argent. Et là, pour le coup, dans la prévention, c'est quelque chose qui peut marcher. Hein. Dernière question, et puis après on va passer donc aux différents topos en commençant par le tien. On voit bien qu'on a raisonné ces temps derniers sur, alors c'est peut-être
tu vas peut-être pas partager l'objectif que j'invente sur des NASH purs, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des patients pour comprendre les mécanismes, etc. On a besoin de NASH qui soient vraiment le plus pur possible pour comprendre la génétique, etc. Nous, au quotidien, ce qu'on voit SOS Hépatite, c'est habituel. Le patient de 50 ans qui a eu une hépatite C il y a 15 ans, 20 ans, qui est guéri, et puis qui après, du coup, s'est dit, je vais pouvoir boire un peu l'apéro, et il y a un peu d'alcool, il y a 2-3 verres par jour, il y a des kilos en plus, et on est dans des NASH impurs avec peut-être du virus, avec peut-être un peu d'alcool. Et là aussi, je reviens sur ce transfert d'acquisition à la grande époque où les traitements n'étaient pas suffisamment efficaces. Des patients s'entendaient dire quand ils avaient une hépatite C, écoutez, contrôlez votre fibrose hépatique en vous mettant sur du zéro alcool le plus bas possible. Et puis on a bien vu que l'arrivée de la guérison de l'hépatite C a fait relâcher, typiquement chez des patients addicts, la consommation d'alcool. Aujourd'hui, on voit des NASH impurs avec et un problème d'addiction avec de l'alcool. Les messages, ce serait quoi aujourd'hui pour toi? C'est de demander à ce qu'on dise que les patients qui sont addicts avec un problème de NASH, il faut régler l'addiction et pour pouvoir pour transformer cette NASH impure en NASH pur. Est-ce qu'il faut s'occuper des deux en même temps en mettant l'addicto dans la boucle au même titre que l'hépato pour la NASH? Quelle vision tu as sur ça? Je pense qu'il faut un peu simplifier les choses. Si on introduit le concept de NASH pur et de NASH impur, il faut parler de VHC pur, de VHC impur, de VHB pur. On a longtemps parlé de l'hépatite C, mais il y avait quand même une partie significative des patients qui consommaient aussi de l'alcool. Donc il y avait de la VHC et alcool. Il y avait aussi une partie significative des patients qui avaient des facteurs de risque métaboliques. Donc on a l'impression qu'on est en train de découvrir aujourd'hui qu'un patient peut avoir plusieurs facteurs de risque hépatiques. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, la NASH, c'est un diagnostic d'exclusion. On ne parle de NASH que s'il n'y a pas d'hépatite B, pas d'hépatite C, pas de maladie chronique du foie, pas de consommation à risque de boissons alcoolisées. C'est un diagnostic négatif. C'est une non-maladie. Ouais. Mais ce qu'on n'a jamais utilisé comme concept avant, il suffisait juste d'avoir un facteur et puis on était entre guillemets rangé dans une case. Mais en fait, la conjonction des facteurs de risque hépatique, elle a toujours existé. Je veux dire, une hépatite C avec de l'alcool, ça a plus de chances, enfin plus de risques d'évoluer vers la cirrhose et plus rapidement. On le sait. Donc en fait, NASH et alcool, c'est exactement pareil. Il y a des grandes études épidémiologiques qui montrent que le fait d'avoir une obésité, ça multiplie le risque par 20 à 40% d'avoir une cirrhose. Le fait d'avoir une consommation à risque d'alcool, c'est x2. Et quand on fait la conjonction des deux, c'est même pas additif, ce serait même exponentiel. Donc on le sait. Donc je pense que comme vous parlez de globaliser un petit peu l'action de SOS Hépatite sur les maladies chroniques du foie, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque et que plus on cumule les facteurs de risque, plus on a de risque d'avoir une atteinte sévère du foie et d'évoluer rapidement vers la cirrhose et vers le cancer. Donc si on veut diminuer ce risque, il faut travailler sur tous les facteurs de risque, métaboliques, alcooliques, viraux, etc. Et ce n'est pas parce qu'on a viraux supprimé ou viraux éradiqué le patient que c'est réglé. Il y a aussi les facteurs de risque métaboliques qui peuvent prendre le relais. Donc, je pense qu'il faut simplifier, il faut avoir une vision globale. On a des facteurs de risque et on a une pression sur le foie. Et donc, il faut travailler sur les facteurs de risque pour éviter l'évolution vers la cirrhose et le cancer.